Et si on parlait de sport ? Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Candutte avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, 88e émission de Et si on parlait de sport. Avec Pauline Gaston-Candutte, nous sommes ravis de partager avec vous notre passion pour le sport et surtout de donner la parole à ceux qui le font vivre. Merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, Samper Connect et LG Consultants qui nous accompagnent pour la réalisation de ces émissions. Pour cette 88e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Dur, président de la corrida pédestre de Toulouse avec Damien Levy, Éric Roussel, directeur technique du club Toulouse Judo et Mathieu Sapin, skipper de course large. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette émission. En première mi-temps, nous vous emmenons au cœur de la ville rose pour un événement sportif incontournable, la corrida pédestre de Toulouse. Chaque année, des milliers de coureurs envahissent les rues du centre-ville pour une course pas comme les autres. Entre compétition et bonne humeur, déguisements colorés et animation musicale, c'est un véritable spectacle qui fait vibrer Toulouse en plein mois de juillet. Que vous soyez un athlète chevronné, un amateur de footing, dominical ou juste là pour l'ambiance, la corrida pédestre a de quoi séduire tout le monde. Et ce n'est pas seulement une question de sport, c'est aussi un événement solidaire qui soutient les associations locales. Alors, enfilez vos baskets ou votre beau costume et restez avec nous pour découvrir les coulisses de cette course emblématique. En deuxième mi-temps, nous mettrons à l'honneur le judo, un art martial qui conjugue discipline, respect et dépassement de soi. Pour en parler, nous recevrons Éric Roussel, directeur technique du club Toulouse Judo. Passionné depuis l'âge de 7 ans, Éric a gravi les échelons jusqu'à atteindre le 6e dan. Après plus de 30 ans dans son club formateur à Sucy Judo, il a rejoint Toulouse en 2014 où il dirige aujourd'hui un club florissant de plus de 580 licenciés. Avec Éric, nous parlerons de son parcours, de l'évolution du judo en France, notamment après les Jeux Olympiques de Paris et des récents succès des judokas français comme au Paris Grand Slam 2025. Mais avant de donner le coup d'envoi de cette 88e émission, place à l'avant-match. Et si on parlait de sport avant match? Avec une semaine bien chargée de sport, les principaux résultats sportifs de la semaine avec toi Pauline. Oui, on va débuter avec de l'athlétisme et le Boston Indoor aux États-Unis. Nouveau record d'Europe du 5000 mètres en salle pour Jimmy Gressier en 12 minutes 54 secondes 92, 7e meilleur performeur mondial de tous les temps. On avait aussi de la boxe cette semaine avec les championnats d'Europe des welters à Malaga. Le français Sandy Messaoud, 20 victoires dont une avant la limite, désormais 8 défaites. Il a été battu au point par le tenant du titre, l'Espagnol Samuel Molina, qui lui avait 32 victoires dont 15 avant la limite et 3 défaites samedi soir devant 6000 spectateurs à Malaga. Passons au badminton avec les championnats d'Europe par équipe mixte à Bakou en Azerbaïdjan. Le Danemark a largement dominé l'équipe de France 3-0 en finale dimanche à Bakou. Les Scandinaves décrochent ainsi un 6e titre consécutif dans la discipline. On avait du tennis aussi et des Français ont gagné. Donc tournoi à l'ATP 250 à Marseille. Hugo Humbert a remporté dimanche son 7e titre et 2e de suite à Marseille. 7-6, 6-4 face au Serbe Amad Medjodovic en étant performant au service et en retour. Il y avait aussi un tournoi Challenger à New Delhi en Inde et c'est le jeune français Kyrian Jacquet qui a gagné son 3e titre en Challenger en battant Billy Harris 6-4, 6-2 en finale sans perdre un set de la semaine. En tennis de table cette fois et la Ligue des Champions battue 3-1 à Düsseldorf dimanche. Nîmes-Montpellier ne verra pas les demi-finales après une défaite 3-0 à l'aller. Cyclisme avec le Tour de la Provence et le Danois Mads Pedersen sur Lidl Trek qui remporte la course pour la 2e année consécutive. Toujours du cyclisme, mais cette fois du cyclisme sur piste avec les championnats d'Europe au Vélodrome de Zolder en Belgique. Les Français, Timmy Gillon, Ryan Elal et Sébastien Vigier sont devenus champions d'Europe de vitesse par équipe mercredi dernier en battant en finale les Néerlandais. La Française Marion Boras est vice-championne d'Europe sur la course au point. Ryan Elal a ajouté une 3e médaille de bronze européenne de vitesse individuelle à son palmarès samedi dernier. Et en ce qui concerne la course au point, la paire tricolore formée par Marion Boras et Victoire Berthaud est venue chercher la médaille de bronze dimanche en soufflant la 3e place du podium aux Danoises dans le tout dernier sprint pour un point. Et en Kéraïne, Tom Derache
est venu décrocher la médaille de bronze, le deuxième podium européen de sa carrière après l'argent en 2021. Pauline, il y avait les championnats du monde de Lenzerheide en Suisse cette semaine en biathlon et les Français ont cartonné. 5 médailles, 5 épreuves, 5 médailles. On a commencé avec le relais mix dans une course maîtrisée de bout en bout. La France a remporté le relais mix mercredi devant la République tchèque et l'Allemagne. Elle a conservé son titre acquis à Nové Mesto l'an passé. Il y avait du sprint femme avec Justine Brézé-Boucher, sacrée championne du monde de sprint à l'issue d'un final mouvementé. Elle s'est imposée devant l'Allemande Franziska Preuss et la Finlandaise Suvi Mikinen. En sprint homme, c'est le Norvégien Johannes Bö qui a étoffé son immense palmarès samedi en remportant le sprint des mondiaux grâce à un 10 sur 10 à la carabine. Il s'impose devant l'Américain Campbell Wright et le Français Quentin Fillon-Maillet. En poursuite femme, partie en tête de la poursuite après son sacre au sprint vendredi, Justine Brézé-Boucher a pris la 3e place de la poursuite impériale au tir 20 sur 20. C'est l'Allemande Franziska Preuss qui avait dépassé la Française dès le premier tour, qui elle s'est imposée devant la Suédoise Elvira Öberg. Et pour finir, il y avait la poursuite homme et un 22e titre mondial, le 12e individuel pour Johannes Bö dimanche. Et en remportant la poursuite, le Norvégien dépasse le Français Martin Fourcade et son compatriote Ole Einar Bjørdalen qui avaient tous les deux 11 titres individuels. Et comme au sprint samedi, c'est l'Américain Campbell Wright qui décroche la médaille d'argent, tandis que le Français Éric Perrault complète le podium avec une belle médaille de bronze. En ski alpin homme cette fois, et les championnats du monde à Saalbach en Autriche. Lors du géant, l'Autrichien Raphaël Hazer a remporté vendredi le titre mondial de géant. Il a devancé les Suisses Thomas Tummler et Loïc Meillard. Thibaut Favreau, 6e et meilleur français. Et en slalom, le Suisse Loïc Meillard, champion du monde de slalom. Clément Noël a enfourché un piqué dans le bas du parcours de la 2e manche alors que le podium lui tendait les bras. La France quitte l'Autriche sans aucun podium. Et oui, pas terrible notre équipe de France sur ces championnats du monde de ski alpin. Chez les femmes avec le géant, Federica Brignone a décroché elle jeudi son premier titre de championne du monde de géant. L'Italienne s'est imposée devant la néo-zélandaise Alice Robinson et l'Américaine Paula Motzland. Il y avait en slalom aussi la Suisse Camille Rast a sacrée championne du monde samedi devant sa compatriote Wendy Holdener, alors que l'Autrichienne Katharina Liensberger complète le podium devant son public. Et la Française Marion Chevrier accroche une 10e place, Marie Lamure 12e place. En hockey sur glace et la Coupe de France, les Ducs d'Angers ont remporté la Coupe de France pour la 4e fois de leur histoire après avoir battu Grenoble 3-2 en finale dimanche dernier à Paris. Et lors de la 17e journée de Division 2, Montpellier a battu Anglet 2 9-0 et Toulouse-Blagnac s'incline 3-5 face à Valence. Il y avait du basket aussi avec la Leader Cup et Le Mans a créé l'exploit en remportant la Leader Cup dimanche à Caen en dominant Monaco de bout en bout en finale 104-96. Et en basket femme pour la 16e journée de Boulangère Wonder League, Latte Montpellier s'est largement imposé face à Charleville-Mézières dimanche 86-57. Chez les femmes en handball, un petit peu de Ligue des Champions, 13e journée, déjà qualifiée pour les quarts de finale, les Messines ont facilement dominé les Roumaines de Gloria Bistrita 34-28 samedi lors de la phase de groupe. Après 3 défaites consécutives en Ligue des Champions, Brest a manqué samedi une belle occasion de renouer avec le succès face à Buduknos Podgorica. Les Bretonnes ont concédé un match nul face au dernier de ce groupe B, 23-23. Handball homme et la Ligue Molester League, victoire de Nantes à Montpellier 29-27. Aix-en-Provence à domicile s'est imposé 31-29 face à Toulouse. Nîmes à domicile a largement dominé Chartres 30-22. On passe au volley masculin, la Marmara Spike League, 21e journée. Toulouse s'est défait du leader Chaumont au bout du suspense 3-7-2. Vainqueur de Saint-Nazaire 3-7-1 samedi, Montpellier déloge Chaumont de la première classe du classement. Narbonne a repris de la marge sur le dernier, le Plessis-Robinson, en s'imposant au tie-break 3-7-2. 7, lui, qui s'est imposé à Poitiers 3-7-1, fait une bonne opération avec les 3 points obtenus après 7 revers de suite depuis le 7 décembre 2024. En volley féminin et la 21e journée de Liga féminine Safor Power 6, Vendeuvre-Nancy a manqué une occasion de rejoindre Venelle en tête en perdant à Béziers 1-7-3. En futsal, féminine, match amicaux à Saint-Brice-sous-Forêt. Au lendemain de sa défaite 2-0 en amical, l'équipe de France féminine de futsal s'est une nouvelle fois inclinée face à l'Italie 5-1. En football féminin cette fois et la 15e journée Arkema Première Ligue, le Paris Saint-Germain a logiquement dominé Montpellier 4-1 samedi dernier dans le cadre de la 15e journée de Première Ligue. On est toujours en football mais avec la Ligue des Champions masculine, les playoffs allés.
Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 à Brest et à Guingamp. Et l'AS Monaco a été dominé 0-1 à domicile par Benfica. Il y avait aussi de la Ligue 1 cette semaine avec la 21e journée. Lyon corrige Montpellier 4-1 et grimpe provisoirement à la 5e place. Le PSG, lui, s'est imposé 1-0 à Toulouse au bout d'un match géré à son rythme. Il y avait aussi de la Ligue 2, 23e journée. La performance de la soirée a été réalisée par Rodez qui a infligé une correction à Pau 5-0 sur sa pelouse. Parlons de rugby à 15 cette fois avec la 16e journée de top 14. Toulon est allé battre Montpellier samedi 30-38 en marquant 4 essais. Match nul entre Perpignan et Castres 20 partout. Toulouse a nettement dominé Clermont dimanche 18-35, un succès qui lui permet de reprendre seul la tête du championnat. Et lors de la 20e journée de Pro D2, Angoulême s'est imposé face à Colomiers 41-37. Béziers s'est fait surprendre par Agen 14-0 et Nevers a été sèchement battu par Montauban 60-23 à l'extérieur. Du rugby à 15, on passe du rugby à 13 avec la Super League. C'était la première journée, l'ouverture de cette session. Corrigée par l'équipe d'Hull, plus réaliste, les Dragons catalans donc de Perpignan ont manqué leur entrée à domicile 4-24. En Championship, première journée, dominateur pendant plus d'une heure, les Toulousains sont repris puis dépassés dans les derniers instants par Widnes Viking, défaite 14-18 à l'occasion de leur entrée en Championships. Et pour finir ces résultats de la semaine, de l'auto avec le rallye WRC de Suède, le Gallois Elfyn Evans sur Toyota a remporté dimanche dernier le rallye de Suède, deuxième épreuve du championnat du monde des rallyes 2025. Il a devancé son équipier japonais Takamoto Katsuta et le belge Thierry Neuville sur Hyundai. Le français Adrien Fourmeau sur Hyundai a abandonné victime d'une sortie de route. Merci pour ces résultats. Nous enchaînons avec un point sur le Vendée Globe en compagnie de Mathieu Sapin, skipper de course au large, qui nous livre ses analyses sur la course et les arrivées qui se succèdent au Sable d'Olonne. Et si on parlait de sport, la chronique. Dans cette chronique du Vendée Globe avec Mathieu Sapin, nous poursuivons notre décryptage de la course. Les arrivées s'enchaînent désormais sur le Vendée Globe. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, elles n'ont pas été nombreuses cette semaine, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur les arrivées de la semaine ? Alors, il y a une arrivée, celle d'Antoine Cornic, après 96 jours de course. Donc, Antoine Cornic qui a un profil assez atypique, puisqu'il était restaurateur sur l'île de Ré et que c'est quelqu'un qui rêve de faire de la course au large, qui avait fait la Mini Transat et qui, plusieurs années après, a réussi à monter un projet IMOCA et à boucler la boucle. Donc ça, c'est un joli tour de force et bravo à lui. Et puis on a un second marin qui est arrivé, mais pas au bon endroit. C'est Arnaud Boissière sur la Micaline. Il a dématé lui dans la remontée de l'Atlantique. Il a réussi à faire un gréement de fortune et par contre il s'est fait pousser par les vents. Parce que c'était ce qu'il y avait de plus pratique et simple à faire. Et donc il a rejoint la Guadeloupe. Donc en bon marin, il a ramené son bateau au port, mais pas au port initialement prévu. Donc il s'amuse à dire qu'il a fait un Vendée Globe Caraïbes. Mais je trouve que c'est une belle formule. Et lui, il n'avait pas le droit d'être dépanné, lui ? Non, s'il avait été dépanné, si un bateau était venu lasser, il se faisait éliminer du Vendée Globe. Donc il a essayé de réparer, il a essayé avec son gréement de fortune de continuer. Et il a vu que c'était trop compliqué avec la mer et les vents qu'il y avait. Après plusieurs essais et en concertation avec son équipe technique qui est resté à terre, où il voyait qu'il pouvait pas faire un gréement de fortune mieux que ce qu'il avait, ils ont décidé d'abandonner. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur les arrivées prochaines qui devraient se faire dans les quelques heures ? Alors, le Suisse Oliver Hirt doit arriver le 17 février dans l'après-midi. Il est attendu vers 16h30. Donc il a de la chance parce que s'il n'est pas en retard, il va pouvoir passer la ligne d'arrivée et très vite dans la foulée pouvoir remonter le chenal parce que il devrait arriver au moment où c'est marée haute, c'est donc où le chenal est ouvert pour les IMOCA. Donc ça devrait être une très belle arrivée pour lui. Ensuite on aura le premier chinois à boucler en Vendée Globe et je ne vous prononcerai pas son nom parce que c'est trop compliqué, mais il doit arriver dans la journée du 18 février. Et puis suivront par la suite un groupe avec Manu Cousin, Fabrice Amédéo et à la fin du mois de février, le Belge Denis Van Venbach qui fermera la marche du Vendée Globe 2024-2025. Et alors l'Atlantique Nord est décrit comme un rig en perpétuel mouvement avec des vents capricieux et une mer chaotique. Quels sont les défis techniques et stratégiques que cela impose aux marins ? Il y a deux sujets. Le premier, c'est le changement
le changement de climat qui fait qu'il y a de moins en moins de fiabilité au niveau de la météo et que pour les marins, c'est compliqué de se dire je vais aller là pour avoir du vent ou je vais éviter de passer par cette zone parce qu'il n'y a pas de vent et les prévisions sont de moins en moins fiables. Donc c'est un sujet qui est à prendre en compte. Et puis le deuxième sujet, c'est que les bateaux ont déjà bien souffert. Ils ont fait les 3/4 d'un tour du monde. Ça reste un sport mécanique et donc les pièces commencent à être usées à bord des bateaux. Et quand on rentre dans le dernier, ce qui semblerait être le sprint final, mais qu'en même temps, les éléments se déchaînent un peu contre nous, on peut casser des voiles, on peut avoir des problèmes de hook qui sont des accroches de voiles et puis même des fragilités en termes de structure sur le bateau. Donc par moment, il faut savoir lever le pied alors que ça fait longtemps qu'on est en mer et qu'on a envie de rentrer, mais en bon marin, il faut savoir lever le pied pour passer la ligne avec son bateau, voilà, et éviter de tout casser au milieu, quoi. Donc c'est un défi qui est important parce que à aujourd'hui, Charlie Dalin a passé la ligne il y a déjà plus d'un mois, donc ça paraît fou, hein. Il avait mis 64 jours et là on est à 95 jours, donc c'est 50% de plus. Et pourtant, il y en a qui sont encore en mer pour entre une semaine et 15 jours pour les plus lents. Donc, on se dit ils sont lents, mais en fait, ils sont pas si lents que ça. Bien au contraire, c'est plutôt les premiers qui étaient extrêmement rapides. Mais c'est un vrai challenge. Eh bien, on va continuer à suivre ce challenge. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler un petit peu de tout ça. Pauline, on va remercier Mathieu pour cette chronique qui nous passionne. Et on a pas mal de retours de gens qui nous disent que c'est très intéressant. Donc, on continue et on va aller jusqu'au bout, donc dans ces 2 semaines, jusqu'au dernier concurrent. Exactement. Merci pour l'invitation et à bientôt. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec nos invités Philippe Dur et Damien Lévy. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission, et si on parlait de sport, et nous sommes ravis d'accueillir Philippe Dur, président de la corrida pédestre de Toulouse. Bonjour. Bonjour Philippe, et Damien Lévy qui est lui responsable du protocole. Bonjour Damien. Alors merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation, ça me fait plaisir de vous accueillir, de nous parler un peu de cette corrida. Mais avant de commencer, on va vous demander quelques mots sur vous, qui vous êtes, quel est votre parcours personnel, professionnel, pour que nos auditeurs sachent un petit peu avec qui on va parler pendant quelques minutes. Philippe. Alors effectivement, écoutez, je suis, on va dire, libéré des contraintes professionnelles aujourd'hui. J'ai la chance d'être jeune retraité. J'ai travaillé toute ma vie dans une grande compagnie d'assurance et j'étais en charge notamment de la communication sur toute la région sud-ouest, relations publiques, communication interne, etc. Et donc depuis quelques années maintenant, complètement dédié à l'organisation de la corrida, entre autres, puisque je m'occupe aussi par goût personnel de météorologie et de climatologie, et je fais à ce titre-là des bulletins météo pour le massif des Pyrénées. Donc tu as prévu qu'il ne pleuverait pas la prochaine corrida pédestre à Toulouse? Alors figurez-vous, Laurent, que nous avons cette chance pour la corrida. Ça fait maintenant 25 ans que nous l'organisons et il n'a jamais plu. Jamais. Donc, c'est une excellente date que début juillet. On prend note. Damien, un petit mot. Bonjour, donc moi c'est Damien Lévy, je suis expert comptable dans la vie de tous les jours et après je m'occupe de tout ce qui est protocole au sein de la corrida. On va passer maintenant à cette fameuse corrida. On dit bien corrida pédestre, que les gens ne se trompent pas. On ne lance pas des vaches dans la ville de Toulouse, mais bien des coureurs et des coureuses qui vont se régaler. Alors, c'est devenu un événement incontournable dans la ville. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui a fait son succès? Et puis, d'où vient cette corrida? Alors, écoutez, elle a débuté en 99, pour être tout à fait exact sur l'année. À l'époque, pour ma part, je pratiquais beaucoup, même si c'est le cas encore aujourd'hui, la course à pied. Et il se trouve que tous les dimanches, quand on était sur une ligne de départ, je croisais le fer, si on peut dire les choses comme ça, avec Serge Lévy, qui est le papa de Damien, avec lequel on se challengeait un petit peu. C'était à celui qui allait gagner et battre l'autre. Donc ça a duré quelques années. Puis un jour, en 98, on était tous les deux sur le Tour de France cycliste. Je sais que ça vous est très cher, Laurent, à Saint-Gaudens exactement. Et Serge de me dire, tiens, si on relançait la corrida de Toulouse, qui est une course à pied
déroulés, etc. Donc l'idée a fait son chemin. Et en ce qui me concerne en tant que directeur de la com à l'époque chez AGF, eh bien j'ai trouvé l'idée géniale et c'est parti comme ça. Et la première édition s'est déroulée sur le Courdillon, bien connu à Toulouse, en juin 99. Voilà comment ça a démarré. Qu'est-ce qui a fait son succès justement? Parce que ça c'est l'histoire, c'est l'historique de cette course, mais elle a grandi. De 99, ça fait quelques années. Qu'est-ce qui en a fait aujourd'hui son succès? C'est ce passage un peu extraordinaire dans la ville de Toulouse. Ce qui en a fait son succès assez rapidement, j'ai envie de dire, c'est d'abord que ça se passe en nocturne. Hein, ça, je pense que les gens apprécient. Courir dans les rues de Toulouse, débarrasser des voitures aux lumières du soleil couchant. Déjà, j'ai envie de dire, voilà, c'est déjà quelques ingrédients plutôt sympas. Et puis surtout, nous, on a voulu y donner un caractère festif, convivial, où le chronomètre est secondaire malgré tout, même s'il y en a quelques-uns, Damien, qui viennent aussi pour la performance. Mais voilà, on trouve des personnes qui participent à une corrida, à une course par an, et c'est celle-ci. Voilà, donc effectivement, elle est attrayante à ce niveau-là. Alors, quand on sonde les gens, c'est vraiment le côté festif qui ressort. C'est la fin de l'année, c'est le début de l'été, et pour beaucoup de gens, c'est le point de départ de l'été, et donc c'est souvent une belle fête. Et tous les Toulousains s'y retrouvent, et c'est vraiment le jour où la ville appartient aux coureurs, et ça c'est unique. Courir au cœur de la ville, ça doit être aussi transcendant. C'est vrai que la date, je vais répondre à votre question, mais c'est vrai que la date, pour aller compléter les propos de Damien, est importante parce que ça correspond au premier jour des vacances d'été. Et à ce titre-là, les gens sont vraiment détendus. C'est un début de week-end, mais on reprend pas l'école le lundi qui suit. Donc c'est vraiment génial. C'est le début des vacances. Et à ce titre-là, c'est vrai que la date est plutôt bien positionnée. Vous lancez l'été, quoi. Oui, on va dire ça, on lance l'été et comme je vous disais tout à l'heure, il pleut jamais. Alors, cette corrida, c'est aussi un événement solidaire. Je crois que vous avez mis aussi l'accent là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les associations que vous soutenez? Alors, on a toujours cherché à soutenir des associations dès le tout début, puisque dès 99-2000, on a soutenu l'association ELA. Alors, je ne vais pas énumérer là toutes les associations soutenues, mais aujourd'hui, en tout cas, on fait le choix d'aller vers des associations locales et puis qui œuvrent au quotidien pour faciliter et améliorer la vie des familles et des jeunes enfants surtout qui sont malades. Donc l'association Les Gladiateurs, sa présidente Valérie Lagarde, voilà, elle c'est vraiment toute une vie dédiée à des enfants malades du cancer et nous cherchons à l'accompagner maintenant dans cette quête depuis 2 ans. Et l'association Au Talent by Matisse qui elle œuvre en faveur des enfants et des jeunes enfants et des jeunes adolescents atteints de diabète chronique et important. On va passer à un autre sujet, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est cet aspect festif qui est très apprécié. Qu'est-ce qui rend cet événement complètement festif finalement? Moi je dirais, parce que dès le début, parce que moi j'ai eu la chance de courir la première édition, j'étais réquisitionné par papa, il y avait déjà des concerts. Il y avait déjà des concerts de musique dès la première édition. Et c'était assez rare à l'époque. On parle d'ici il y a 25 ans. Et après, chaque année, c'est un point qui a été toujours très important pour la corrida. Et maintenant, il y a des feux d'artifice, il y a des... C'est quoi un peu le programme de ces festivités? Quelques idées quand même à nous dévoiler? Alors, le programme, on met un point d'honneur tous les ans à essayer de trouver des animations de départ. Ça, c'est un peu notre dada. Donc, tous les ans, on change un petit peu. Donc, on garde la primeur de vous l'annoncer un petit peu plus tard. Ce que l'on aime également proposer à nos coureurs qui nous accompagnent et qui nous font confiance, c'est effectivement de positionner sur l'ensemble du parcours des formations musicales. Ça, c'est notre credo aussi. Donc, il y en a 4-5 échelonnés sur l'ensemble du circuit. Et puis surtout, des feux d'artifice, voilà, des animations un petit peu en tout genre. Là, je ne saurais pas vous dire toutes celles que l'on va mettre en place le 4 juillet prochain, mais en tout cas, on y travaille. Le départ est souvent très émouvant. Il y a un gros clapping qui est fait par Eric. Donc vous imaginez 5000 personnes qui font un clapping
place du Capitole. Donc ça fait vraiment monter l'émotion. Hein. Alors, vous avez aussi mentionné dans vos propos la partie écologique de cette corrida. C'est-à-dire que vous mettez plusieurs sujets il y a plein de choses dans cette corrida, en fait. Quelles sont les actions concrètes que vous mettez en place ? Alors, ça fait déjà 6 ans maintenant que nous sommes lancés ce défi de réduire notre empreinte carbone. Et pour cela, on agit sur plusieurs leviers. Tout d'abord, les ravitaillements qui sont complètement bio, des ravitaillements régionaux. On réduit le nombre de t-shirts que l'on propose à nos coureurs. En fait, ils ont le choix en s'inscrivant de s'inscrire avec ou sans t-shirt. Donc, on a réduit de plus de moitié la production de ces fameux t-shirts qui, au demeurant, sont faits en France. Véhicules électriques pour l'ensemble de l'organisation, que ce soit les scooters, les motos ou même les véhicules. On incite les coureurs à venir participer à l'événement en transport doux, soit le métro, soit le vélo. Donc on fait pas mal d'actions dans ce domaine-là. Bien sûr, le tri des déchets. Bien sûr, la suppression de tout ce qui est papier, flyers, etc., affiches, ça n'existe plus. Et bien sûr, zéro plastique. Ça va de soi. On va maintenant parler de l'aspect sportif. Quelles sont les particularités du parcours et quels conseils donneriez-vous aux futurs coureurs ? Alors c'est un parcours complètement urbain, bien sûr, dans le cœur de ville de Toulouse. J'ai même envie de dire dans les ruelles de Toulouse. C'est ce qui plaît d'ailleurs beaucoup aux coureurs. Encore une fois, débarrassé des véhicules, des voitures. C'est un parcours très tournant. Bien sûr, on est au début de l'été, donc il fait très chaud. Donc effectivement, on ne peut qu'inciter, et d'ailleurs on le fait fortement, les coureurs à s'hydrater avant de partir parce que évidemment la chaleur contribue à ce que pour le coup c'est un peu plus difficile que de courir au mois de mars ou avril. Maintenant c'est ce qui en fait aussi la beauté, c'est ce que les gens viennent chercher, le soleil, la chaleur, et c'est ce qui fait aussi l'attrait de la course, la convivialité, etc. Mais surtout s'hydrater, se ravitailler, et pour ça on est plutôt très bon, me semble-t-il, si toutefois vous me permettez de le dire, avec notre partenaire Eau-Neuve, puisque l'eau vient des Pyrénées, elle coule dans les Pyrénées, précisément dans l'Ariège, et évidemment les contenants sont en carton et les gens apprécient. Alors, il y a des courses individuelles, il existe aussi un challenge par équipe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette initiative ? Alors, il y a des challenges évidemment que l'on propose aux entreprises. Donc, on met en jeu plusieurs trophées. Et c'est vrai qu'au fil du temps et des années, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à venir s'inscrire sur la corrida. On récompense les entreprises les plus performantes parmi les 5 coureurs les plus rapides qui la composent. L'entreprise solidaire, c'est-à-dire tous les coureurs qui arrivent le plus en même temps, si on peut dire comme ça, c'est ce qu'on appelle la solidarité. La petite entreprise avec Fiduciaire Hermès qui récompense les entreprises de 2, 3 ou 4 coureurs. On met en place aussi des challenges comme celui ou celle qui sera la plus rapide sur la montée du Pont Neuf, parce que ça va peut-être vous faire sourire, mais le Pont Neuf, il y a un petit dénivelé et on a mis avec notre partenaire des Pyrénées, Altiservice, un challenge à ce niveau-là, d'ailleurs, qui a bien plu l'année dernière. Voilà, un trophée des familles, un trophée aussi de l'équipe la plus nombreuse à venir s'inscrire sur la corrida. Voilà, de très très nombreux trophées, je ne peux pas tous les énumérer, mais tout le monde y trouve son compte. Juste un petit rappel pour le kilométrage, pour les personnes, c'est combien ? Vous avez un 3 km à 20 heures et un 10 km précisément mesuré à 21 heures. Alors comment peut-on s'impliquer dans la corrida en dehors de la course elle-même ? Donc là, soit vous faites partie du bureau avec nous, et donc il y a des réunions, on va dire, mensuelles, soit le jour J, on a besoin de bénévoles, on a besoin de 300 bénévoles, et donc ils sont indispensables ces bénévoles, sans bénévoles il n'y a pas de course, et donc là on a un protocole pour pouvoir rejoindre la corrida, et suivant nos affinités, on peut être soit la semaine pendant la remise des dossards, soit le jour J sur un poste, par exemple un ravitaillement. Comment ça se passe concrètement pour te joindre ? J'ai envie de venir faire la course, mais pas faire la course, mais venir aider à la course. Comment je m'y prends ? Donc là, sur le site internet, il y a le site de la corrida. Vous nous envoyez un mail, je suis disponible ce jour-là, j'aimerais faire cette tâche-là. Et nous, on sera après vous orienter parmi notre responsable bénévole. Alors vous l'avez dit, les bénévoles sont indispensables. Il y a aussi les partenaires qui sont très importants. Quels sont les partenaires qui vous accompagnent dans cette aventure ? Alors je ne sais pas si on va se lancer dans l'énumération
rémunération de l'ensemble des partenaires. On a cette chance d'en avoir quand même un joli panel, mais le plus important, notre partenaire titre, c'est d'ailleurs le nom de la course, la corrida Crédit Agricole Toulouse 31. Donc Crédit Agricole qui nous accompagne maintenant depuis 2010, ça fait 15 ans déjà, et ils sont extrêmement fidèles et on les en remercie bien évidemment. Ils font un travail colossal à nos côtés. C'est le cas aussi d'Harmonie Mutuelle qui nous accompagne eux sur le 3 km et qui sont là aussi à nos côtés depuis 2010. Globalement, on a des partenaires qui nous sont vraiment fidèles et qui s'inscrivent dans la durée. Et ça, c'est très confortable pour des organisateurs tels que nous parce qu'on peut se projeter relativement loin en matière de possibilités. C'est quand même très confortable et satisfaisant de savoir qu'on peut compter sur des partenaires et de ne pas être à la pêche tous les ans pour aller en chercher des nouveaux. Green City, Gino Valley, Hôtel Palladia, la région Occitanie, bien sûr. Running Conseil, notre plus ancien partenaire depuis 1999, notre partenaire équipementier Salomon, installé rue de la Pomme, la mairie de Toulouse, bien évidemment partenaire incontournable et qui nous facilite beaucoup les choses, la FSGT, Vaneway, le conseil départemental, ICOM, Eau-Neuve, voilà, c'est difficile de tous les citer, mais ils ont tous leur importance et ils sont tous formidables. Et alors, une petite question qu'on n'a pas encore évoquée, là, c'est... On veut s'inscrire, ça marche comment ? Vous tombez bien, si je puis dire, la question tombe à pic. Nous sommes le 17 février et en fait, on ouvre les inscriptions le 1er mars. Et le 1er mars, on ne peut qu'inviter les personnes qui souhaitent courir à se rendre sur le site internet de la corrida. Et donc, les inscriptions seront ouvertes pour le 3 et pour le 10 km jusqu'à épuisement des dossards. L'année dernière, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, quasiment un mois avant la fin des inscriptions ou avant la course, on a été contraint de clore les inscriptions parce qu'on avait atteint le quota maximum. C'est quoi le quota maximum ? Le quota maximum, c'est 1000 coureurs sur le 3 et 5000 sur le 10. Voilà, ce qui fait 6000. Alors, une petite question pour tous les deux. Un dernier mot pour donner envie aux Toulousains de participer à cet événement. Déjà, inscrivez-vous vite. Ça va être une belle fête. Préparez-vous pour la course. Vous l'avez vu, c'est pas une course pour faire un chrono, c'est vraiment une course pour prendre du plaisir, pour vraiment sentir la course aux Toulousains, aux coureurs. Et il fera beau. On le sait, notre président météorologue nous l'a dit. On l'a noté, Philippe, il fera beau, donc... Oui, je m'engage, j'assume. On va juste rappeler la date quand même. Alors, vendredi 4 juillet, effectivement, ce qui peut donner envie aux Toulousains de venir s'inscrire, déjà, c'est que c'est la qualité de l'organisation, encore une fois, si je le dis sans orgueil déplacé, on met un point d'honneur à ce que les choses soient excessivement bien organisées et cadrées pour que chacun y trouve son intérêt, mais surtout, c'est en nocturne, c'est la seule course de Toulouse qui se déroule en nocturne dans les rues de Toulouse avec beaucoup de musique. C'est on l'a dit, une épreuve solidaire. En vous inscrivant, vous participez à aider et à améliorer la vie des jeunes enfants qui sont en souffrance. Et puis surtout, c'est un événement complètement responsable socialement et environnemental. Je rajouterai, et ça on l'a pas évoqué, que pour pallier à nos émissions carbone, nous nous engageons à planter des arbres. On l'a fait il y a peu de temps sur la commune de Roques-sur-Garonne. On va le faire sur Toulouse très prochainement pour compenser nos émissions carbone que l'on cherche à diminuer chaque année. Tout ça, ça confère à venir courir la corrida, n'est-ce pas ? On l'avait annoncé, les plantations, on l'avait annoncé dans l'émission le week-end, vous aviez été faire ça, on avait eu l'occasion d'avoir votre assistante là-dessus. En tout cas, c'est une belle idée, un beau projet. Je crois que nous, on est très heureux de vous avoir accueillis pour nous parler un peu de cette corrida pédestre. Merci. Un grand merci à tous les deux pour vos interventions dans cette émission. Et si on parlait de sport, vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Bon courage pour cet événement. C'était un vrai plaisir, merci. Merci pour votre accueil. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité Eric Roussel. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement.
par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport? Deuxième mi-temps. Et retour dans l'émission. Et si on parlait de sport, nous avons le plaisir d'accueillir Eric Roussel, qui est directeur technique du club de Toulouse Judo. Bonjour Eric. Bonjour Laurent, bonjour Pauline. J'ai envie de dire Hajime. Hajime. Voilà, merci en tout cas de nous accueillir, nous accorder cet entretien. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire quelques mots sur ton parcours personnel et sportif avant de commencer de cet entretien ? D'abord, merci pour votre invitation. Donc, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Donc, moi, je suis issu d'une petite ville dans le Val-de-Marne qui s'appelle Sucy-en-Brie. Et dans cette petite ville, il y avait un grand club qui s'appelait Sucy Judo, avec un directeur technique à l'époque qui s'appelait Philippe Boucard et qui m'a... Que l'on salue. Que l'on salue au passage, tout à fait. Qui m'a appris le judo à 8 ans. Et rapidement, j'ai pu remarquer que j'avais une réelle passion pour cette activité. Et je pense qu'à l'âge de 10 ans, je disais déjà à mes parents que je voulais transmettre et que je voulais être prof de judo. Donc voilà, je me suis investi en tant que compétiteur au départ, en tant que comment on peut dire, qu'élève au départ. Après, j'ai été compétiteur et ça marchait plutôt pas trop mal. Donc j'accédais régulièrement au championnat de France, de temps en temps sur le podium, donc ça faisait plaisir. Et puis on avait aussi cette force à Sucy d'être fort en équipe, aussi bien en cadet, junior, senior. On a pu briller à ces des différents niveaux. Donc on était c'était la fierté un peu du club. Eh bien justement, maintenant que tu es arrivé à Toulouse, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es passé de Sucy-en-Brie à Toulouse et ce que ce changement a représenté pour toi ? Alors moi je suis parti parce que ma femme était prof de PS et elle avait du mal à vivre en région parisienne et du coup elle m'a demandé si dans notre projet familial je souhaitais quitter la région parisienne pour venir à Toulouse. Je pensais que c'était le bon moment dans ma vie à 30 ans de partir et de venir et même j'avais pas 30 ans, j'avais 40 ans de venir sur Toulouse. Voilà, donc c'était pour moi aussi me permettre de reprendre un nouveau départ et de réorganiser le club un petit peu comme moi je le souhaitais. Venir chercher le soleil aussi à Toulouse. Exactement, tout à fait. Et l'accent et le bon repas. Exactement, tout à fait. Alors, tu es passé, donc tu nous disais, d'une partie de ta vie de compétiteur. Comment tu es passé de cette vie de la compétition à l'enseignement ? J'ai rapidement passé un brevet d'État, en fait, j'avais 18 ans, donc j'étais encore junior à l'époque. Et donc, je commençais déjà à accompagner mon professeur sur les cours pour apprendre un petit peu le métier. Et je suis rentré ensuite au Crêpes de Montry à l'époque, qui était l'endroit où on passait les brevets d'État. Et j'ai passé mon premier degré, et ce qui m'a permis après d'enseigner et de continuer à faire de la compétition. Donc j'avais le double projet, c'était pas toujours évident d'enseigner, donc j'avais des fois des week-ends absents donc où je pouvais pas gérer mes cours, mais c'était une question d'organisation et le club m'aidait dans mon projet, donc il n'y avait pas trop de soucis par rapport à ça. Et alors Toulouse Judo, une histoire riche puisque tu as atterri tu passais d'un club un peu compétiteur, tu arrives ici dans un autre club qui a une histoire aussi importante. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette histoire et sur l'évolution de ce club ? Alors donc moi je suis arrivé au Toulouse Judo, le Toulouse Judo avait déjà 10 ans, mais il faut savoir que le Toulouse Judo c'est l'ancêtre du Stade Toulousain Judo et il y a eu des soucis en fait financiers par rapport au club et ils ont dû en fait arrêter le projet et donc ils ont relancé avec un nouveau club qui s'appelait le Toulouse Judo. Voilà, à l'époque le président c'était Jeff Maugenot qui était le président du Stade Toulousain et qui a rebondi en créant le Toulouse Judo. Voilà, donc il fallait redémarrer sur la construction du club et mettre de côté en tout cas au départ l'aspect compétition et reformer un petit peu un club avec une grosse base. Donc c'est beaucoup plus un club moins dans la compétition mais plus dans l'apprentissage. Exactement. Moi c'était un objectif en tout cas moi quand je suis arrivé, c'était déjà ce qui était mis en place, mais j'ai réorganisé surtout par rapport à l'équipe pédagogique parce que du coup il y avait beaucoup de turnover sur les profs et ça posait problème en fait pour l'évolution, en sachant que quand moi je suis arrivé on était 260 licenciés et que là on va atteindre la barre des 600 licenciés. Alors justement la question qui suit c'est qu'est-ce qui a permis une telle croissance ? Le fait de réorganiser en fait on a refait un comité directeur avec un président, le trésorier est resté le même et
on a une nouvelle secrétaire qui est arrivée et on s'est encadré de personnes qui étaient sur le tapis avec moi, qui avaient des compétences en informatique ou dans d'autres choses et qui ont renforcé l'équipe et qui ont soutenu en fait l'équipe des professeurs et ça a permis en tout cas de fidéliser nos élèves. C'est un club qui va plus donc en compétition ou il y a quand même des... Alors compétition amicale et en fait on se retrouve un peu bloqué à un moment donné parce que le judo est de plus en plus fort, faut pas se mentir. Et pour former en fait les jeunes compétiteurs, il faut ensuite qu'ils passent des fois en structure ou qu'on leur propose dans le club un nombre de cours suffisamment important pour qu'ils puissent progresser. Et nous on reste limité par rapport au nombre de créneaux qu'on peut leur proposer. Voilà, parce qu'on essaie de rayonner en fait sur tout Toulouse et c'est pas évident de trouver plusieurs créneaux dans une semaine sur un dojo. J'ai vu ça, en fait c'est intéressant, vous êtes sur plusieurs points de... J'avais pas compris ça, plusieurs endroits, plusieurs dojos en fait. Voilà, moi qui viens de la région parisienne, je compare toujours un petit peu à Paris où on fonctionne en arrondissement. Et bien en fait à Toulouse c'est un peu la même chose, il faut essayer d'aller chercher les gens un peu en bas de chez eux pour leur proposer l'activité judo. Et au départ c'est ce qui a été un peu difficile en fait à mettre en place. Je me souviens qu'on avait eu un souci une fois sur un dojo et qu'on leur demandait de faire 1,5 km sur une autre structure et que ça faisait trop loin pour eux et donc du coup on avait perdu des élèves à cause de ça. Donc il faut vraiment toucher les gens, il faut proposer l'activité vraiment à proximité, sinon c'est compliqué. Et donc il y a plusieurs dojos qui portent le label Toulouse Judo, c'est Exactement, ça tout à fait. Combien il y a de structures On a 7 dojos, on est 5 éducateurs. Moi je suis l'enseignement principal parce que je suis sur 3 dojos de la structure et dont les cours adultes à la Maison des Arts Martiaux de Toulouse où on a toute la surface pour nous, donc c'est extraordinaire. On a même cette année en fait fusionné nos cours adultes avec un autre club qui s'appelle le Toulouse Balmar Martiaux, avec qui on a une bonne entente et du coup ça nous permet d'avoir 60 personnes régulièrement sur le tapis pour justement peut-être aller sur le prochain axe qui est le développement pour la compétition. Et quel bilan tirez-vous de cette saison 2024-2025 ? Alors bilan super positif. Alors on est toujours un peu surpris parce qu'on a fini la saison dernière, on était 534 licenciés, on avait dépassé les 500, enfin c'était extraordinaire parce qu'on a quand même comme tous les clubs eu une problématique au moment de la Covid et on s'était dit que ça va être compliqué. En fait chaque année on est de plus en plus nombreux et là si cette année on dépasse les 600 licenciés, c'est pour nous extraordinaire. Est-ce que le phénomène jeu a pu jouer un peu sur ces... Alors forcément je pense parce que du coup c'est vrai qu'on l'avait connu déjà à l'époque quand j'étais à Sucy Judo avec David Douillet quand il avait gagné les Jeux Olympiques, donc je pense qu'il y a toujours ce phénomène, ça c'est important. Après j'ai envie de dire que les professeurs font vraiment leur taf et que c'est eux qui permettent de fidéliser l'activité, donc déjà si on arrive à fidéliser, après on récupère forcément chaque année d'autres élèves et ça fait grossir les groupes, donc le calcul est simple en fait. Et quels sont les défis que vous rencontrez actuellement ? Alors le défi, déjà on doit essayer de récupérer nos créneaux chaque année par rapport à la mairie parce que du coup on a une grosse concurrence avec d'autres clubs. Après les défis... Non, j'ai envie de dire que c'est peut-être trouver de l'argent pour maintenant essayer d'aller sur des compétitions parce qu'on sait que maintenant les déplacements sont de plus en plus chers, tout coûte plus d'argent qu'avant, donc voilà. On a appris qu'il y avait une baisse de subvention de la mairie, donc ça c'est forcément pour nous un peu difficile, mais bon après on essaye justement par rapport au nombre d'adhérents qu'on a d'essayer de pallier justement à ce déficit. Et dans les adhérents que vous avez, il y en a des sportifs de haut niveau ? Alors on a eu une championne de France 3e division l'année dernière, Mathilde de Campos, qui est moins de 70 kilos, qui a repris après avoir eu une petite fille et elle s'est lancé le défi de reprendre la compétition, donc elle a dit je vais commencer par les 3e div, elle va à Paris, elle gagne, que des hippons en plus, enfin extraordinaire, et là cette année elle va essayer d'accéder à la 2e division voire à la 1re division, donc c'est aujourd'hui la compétitrice la plus titrée en fait sur le Toulouse Judo. Pour ceux qui connaissent pas 1re, 2e, 3e division, ça correspond à... C'est comme dans tous les sports, comme le foot, c'est la 1re div, c'est vraiment l'élite du judo français, la 2e division c'est ce qui brasse le plus de personnes, et la 3e div ils appellent ça du loisir un peu plus. Voilà. Mais c'est déjà un bon niveau. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait la 2e div, 1re div et qui sur la fin pour se faire plaisir font les 3e div. Donc ça baisse pas le niveau, mais par contre ça rajoute des compétitions en plus aussi et des niveaux. Et alors vous proposez des stages pendant les vacances. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors comme j'expliquais tout à l'heure, en fait on essaie de rayonner sur tout Toulouse. Donc on a sectorisé en fait 2 endroits pour les stages. La première semaine c'est plutôt basé sur le centre-ville. Donc tous les dojos qui sont proches du centre-ville, les jeunes peuvent venir faire 3 jours de stage avec nous. Et l'autre secteur c'est sur Saint-Martin-du-Touche, donc tous nos dojos qui sont dans les alentours comme l'Ardenne, Saint-Martin-du-Touche, etc. peuvent aller sur ces stages. Donc c'est 3 jours en fait où on propose du judo. Enfin c'est vraiment c'est très très loisir quand même, on va dire. Vous avez des dates ? Ils ont eu lieu quand ces stages ? C'est toujours les 3 premiers jours de la première semaine pour Saint-Cernin et les 3 derniers jours de la 2e semaine pour Saint-Martin-du-Touche. Je parle des vacances de février. Toutes les vacances. Sauf les vacances de décembre. Ah d'accord. Voilà, on laisse tout le monde au repos. Et quel regard portez-vous sur l'actualité sportive, notamment
le Paris Grand Slam 2025 ? Alors déjà, c'était intéressant parce qu'on a pu remarquer qu'aux Jeux Olympiques, le judo, c'était très très fermé. Alors je pense parce que du coup, les athlètes sont tellement préparés que ça verrouille complètement le judo en lui-même. Hein. Alors moi, j'ai plutôt un aspect pas critique par rapport à ça, mais au contraire, me dire qu'aujourd'hui, les athlètes sont tellement formés que c'est au détriment malheureusement du judo, mais c'est pas le judo la problématique, c'est vraiment ils sont vraiment, c'est des Formule 1, quoi, les judokas, mais comme tous les sports. Hein. On parle du judo, mais on pourrait parler de n'importe quel sport, c'est la même chose. Hein. On parlait tout à l'heure de rugby, Angleterre, France, ça se joue à des détails, mais c'est du très très haut niveau et c'est ces petits détails qui font la différence sur ce dernier point, par exemple. Et en judo, c'est la même chose. Alors là, comme on a passé les JO, ça s'est un peu déverrouillé. Il y a eu des changements aussi au niveau des règles d'arbitrage qui sont assez intéressantes à voir, à confirmer. Et en tout cas, ça a permis à des deuxième, troisième couteaux de l'équipe de France de se montrer. Et c'était assez intéressant de les voir s'exprimer à ce niveau parce que le Paris Grand Slam reste un des plus gros tournois dans l'année. On a vu quelques hippons assez spectaculaires, je trouvais, beaucoup plus que ce qu'on avait vu aux Jeux Olympiques, où là, effectivement, on a senti qu'il y a une libération. Peut-être que le niveau, ils se sont un peu plus lâchés, et on a vu des très très belles actions. Tout à fait, puis il faut dire que les JO, c'est tellement particulier. Enfin, je pense qu'il n'y a que Teddy Riner qui peut nous expliquer comment ça fonctionne, parce que lui, il a compris comment ça fonctionnait. Mais je pense qu'un an avant Teddy Riner, on n'aurait pas misé pour sa médaille d'or. Et il y a beaucoup de personnes qui croyaient. Pourquoi ? Parce qu'on le connaît maintenant avec les années, et il est capable il a survolé. J'ai eu la chance d'aller assister sur place. J'étais dans les premières, vraiment devant le tapis. C'était impressionnant, quoi. J'ai une admiration totale sur ce résultat parce que ça montre vraiment le grand champion qu'il est. Ce qui était très intéressant, j'oublie son nom, mais tu vas me le retrouver, c'était le combat juste avant qui permet d'aller dans cette prolongation, si on veut. Oui. J'oublie le nom du judoka français là, qui a renversé un japonais. Jamais on aurait cru qu'il a été capable de Exactement, donc c'est Gaba qui est en moins de 73 kilos qui bat du coup en équipe et qui bat le monstre japonais. Ça a été un des moments, je pense, les plus forts de cette compétition. Exactement, parce tout à que fait. là, il a fait quelque chose, personne ne l'attendait là, finalement. Oui, et puis battre un japonais au mental, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire. Donc ils ont quand même ce mental de samouraï, donc c'est extraordinaire pour lui. En plus, un jeune talent qui n'était pas connu avant les Jeux Olympiques, qui fait sa médaille en individuel et qui sort le monstre sacré en finale et qui fait gagner. C'est le combat, je pense, qui fait basculer cette finale, quoi. Voilà. Un très bon moment. Et bien sûr la roulette qui met les plus de 100 kilos pour le combat décisif, bien sûr. Et justement, en parlant des Jeux Olympiques, avec les Jeux récents qui se sont déroulés à domicile en France, comment percevez-vous l'évolution du judo en France et dans le monde ? Ça, c'est une question qui est quand même assez difficile. Alors, je vais me parler plutôt de l'aspect français. Je pense qu'on a une fédération aujourd'hui qui est assez solide. On a des ligues, des comités qui sont bien structurés. Moi, je vois que les bonnes choses de notre activité, donc parce que je suis un passionné et je vois bien qu'on est suivi à tous les niveaux pour continuer à évoluer, mais moi je le vois surtout comme un mode éducatif, le judo, donc quelque chose qui va aider dans l'éducation pour les jeunes et je pense que c'est vraiment une force qu'on doit avoir. Moi je sais qu'il y a des parents qui nous mettent les enfants au judo par rapport aux valeurs que ça va dégager, donc je pense que c'est ça aujourd'hui notre boulot principal et pas forcément de former des petits champions. C'est ça qui est important dans cette discipline-là, dans ce sport, pour l'avoir aussi pratiqué par moi-même. Je pense qu'il y a un côté respect que beaucoup de sports pourraient apprendre par rapport au judo. Des choses qui m'ont marqué tout jeune, c'était d'arriver, on saluait le tapis, on saluait l'adversaire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont interdites sur le tatami, parce que le tatami, c'est le tapis sur lequel on évolue, bien sûr. Et ça, je crois que c'est important cette discipline-là, ce sport-là, il apporte aussi ça. Il redonne des vraies valeurs dans l'éducation de l'enfant, et Dieu sait si on en a besoin aujourd'hui. Tout à fait, on a chacun la même tenue, on est tous habillés de la même façon, il n'y a que la ceinture qui peut différencier, mais ça marque aussi peut-être un respect et une hiérarchie qui permet aussi de respecter la personne qui est sur le tapis. Donc toutes ces valeurs-là, je pense qu'aujourd'hui, elles sont encore plus importantes qu'il y a quelques années. Le salut commun, c'était tout bête, mais on se met tous en ligne, on salue donc son professeur. Exactement. C'est important, saluer son professeur. Aujourd'hui, combien de professeurs dans les écoles seraient contents d'avoir un peu ce genre de choses ? Et je trouve que ça forme l'esprit. Et il n'y a pas de révolte, ça se fait, je pense, naturellement auprès des jeunes, des enfants, on leur apprend tout petit. Tout à fait, naturellement, et c'est vrai que ça permet aux jeunes aussi de s'épanouir dans une surface qu'ils ne connaissent pas forcément, donc c'est aussi intéressant pour eux. Pour conclure cet échange, quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent se lancer dans le judo ? Hajime. Alors, faut traduire, parce que Pauline ne connaît pas le judo, donc c'est plutôt du rugby, sa passion, mais Hajime, ça permet de démarrer un combat.
hein. C'est pour ça que c'est important. Oui, ça veut dire démarrer plus profondément pour les parents, j'ai envie de dire. On a parlé des valeurs. Qu'est-ce que toi, tu peux conseiller à une maman ou un papa qui pourrait se dire, bon, le judo, c'est un peu dur, etc. Quels sont les arguments que tu pourrais donner à des parents? Alors je pense notre discipline permet un petit peu de canaliser les enfants. Il y a des enfants qui sont un peu introvertis, donc on va leur donner un petit peu de courage pour essayer de s'exprimer. Et puis il y a ceux qui sont un peu plus terribles, on va dire, qui va falloir canaliser et adoucir. Et donc je pense que le judo, ça permet de donner un bon équilibre par rapport à tout ça. Et on a beau être un sport individuel, et bien en fait on fonctionne énormément dans le groupe en fait. Donc ça c'est intéressant. Et voilà, je pense que j'ai l'avantage moi d'avoir les parents avec moi en tant que spectateur, donc ils peuvent assister aussi aux cours. Et je pense que la première chose à faire, c'est de réussir à séduire les parents et pas forcément les enfants de 4 ans ou de 5 ans qui savent pas trop ce que c'est que le judo. Donc le fait d'accueillir les parents aussi dans la structure, c'est intéressant pour montrer un peu notre travail et notre passion. Et pour les personnes intéressées par Toulouse Club, où est-ce qu'ils peuvent trouver davantage d'informations? Sur Internet, on a un site Internet et j'ai envie de dire aussi de bouche à oreille, ce qui marche beaucoup parce que le copain qui a aimé, les parents qui aiment bien, et ben ils parlent de nous et après ça nous permet de pouvoir avoir de nouveaux adhérents. C'est Toulouse Judo. Toulouse Judo. Et le .fr. .fr, c'est notre site, tout à fait. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Bonne continuation pour l'ensemble de vos projets. Vous êtes le bienvenu à l'émission quand vous voulez. Merci à vous pour votre accueil. C'est la fin du match. Tout de suite, l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et oui, c'est la fin du match et de cette 88e émission avec les grands rendez-vous sportifs de la semaine dans l'agenda sportif, Colline. Oui, du dimanche 16 au 22 février, du tennis avec le tournoi WTA 1000 à Dubaï. Du lundi 17 au 22 février, tennis avec le tournoi ATP 500 à Doha et à Rio de Janeiro au Brésil. Du lundi 17 au 23 février, du cyclisme avec le Tour des Émirats Arabes Unis World Tour. Mardi 18 février, football avec la Ligue des Champions, le 16e de finale Benfica-Monaco, match retour. Biathlon, championnat du monde à Lenzerheide en Suisse, 15 km individuel femmes. Le mercredi 19 février, du football avec les 16e de finale de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain affrontera Brest pour le match retour. Et en biathlon, les championnats du monde avec le 20 km individuel homme. Jeudi 20 février, toujours du championnat du monde de biathlon avec le relais simple mixte. Le vendredi 21 février, du snowboard halfpipe avec la Coupe du monde finale hommes et femmes à Calgary au Canada. Du ski alpin avec la Coupe du monde femmes et le slalom géant à Sestrières en Italie. La 24e journée de Ligue 2 avec Rodez qui affrontera Amiens. En rugby Pro D2, 21e journée. Nice recevra Montauban. Béziers affrontera Valence-Roman. Colomiers jouera à domicile face à Mont-de-Marsan. Et en handball pour la 17e journée de Liquimoly Star League, Ivry affrontera Montpellier et Toulouse recevra Nîmes. Du vendredi 22 au 23 février, cyclisme avec le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Le samedi 22 février, du snowboard slopestyle avec la Coupe du monde finale hommes et femmes à Calgary au Canada. Du ski slopestyle avec la Coupe du monde finale à Stoneham au Canada. Du ski alpin avec la Coupe du monde homme descente à Crans-Montana en Suisse. De la Coupe du monde femmes avec le slalom géant à Sestrières en Italie. Du biathlon avec les championnats du monde et les relais hommes et les relais femmes. Rugby top 14, Castres affrontera Lyon. Vannes recevra Montpellier. Perpignan ira jouer à Pau. Toulouse recevra Bayonne. Et en volley pour la Marmara Spike League 22e journée, le Plessis-Robinson affrontera Toulouse. Chaumont recevra Montpellier. Narbonne jouera à domicile face à Poitiers. 7 contre Nice. Et en Liga féminine Safford Power 6 22e journée, France Avenir affrontera Béziers. Le lundi 23 février, le ski alpin Coupe du monde pour les hommes en Super G à Crans-Montana en Suisse. Coupe du monde femmes slalom à Sestrières en Italie. Biathlon championnat du monde 15 km mass start pour les hommes et 12 km 5 mass start pour les femmes. En football, la Ligue 1 avec la 23e journée, Nice affronte Montpellier. Le Havre affronte Toulouse et en rugby à 13, Championship, deuxième journée, York contre Toulouse Olympique 13. Du vendredi 21 au dimanche 23 février, du rugby à 7 avec le World Rugby 7 Series à Vancouver au Canada. Et pour finir, du dimanche 23 février au samedi 1er mars, Snow Freeride World Tour 2025 à Georgia Pro en Géorgie. Au programme de la semaine prochaine, nous parlerons d'un tout nouvel événement qui met le sport et la santé à l'honneur, le premier salon national sport santé et activité physique adaptée, APA, qui se déroulera les 29 et 30 mars prochains à Toulouse-Mondonville pour découvrir comment l'activité physique peut améliorer notre bien-être, quelle que soit notre condition
l'éducation physique. Organisé par l'association Le Mouvement pour tous, ce salon propose des conférences, des ateliers pratiques et des rencontres avec des experts et sportifs renommés. Le parrain de cette édition n'est autre que Vincent Parisi, champion du monde de Jiu-Jitsu et consultant sportif. Que vous soyez sportif, professionnel du domaine ou simplement curieux, cet événement est fait pour vous. Pour en savoir plus, nous accueillerons Nadine Garcia, présidente du salon. Et en deuxième mi-temps, nous mettrons à l'honneur une véritable pépite du tennis de table en Occitanie, le Saint-Orens Tennis de Table, fondé en 2000. Ce club dynamique et structuré compte aujourd'hui 219 licenciés avec une forte présence de jeunes talents et un bel équilibre entre compétition et loisirs, avec des équipes engagées à tous les niveaux, du département au régional, et une école de tennis de table reconnue. Le SOT s'impose comme un acteur incontournable de la formation des champions de demain. Nous aurons le plaisir d'accueillir Dominique Payet, président du club de Saint-Orens Tennis de Table, Jérôme Clou, responsable communication du club, et Alban Clou, tout juste sacré quadruple champion d'Occitanie chez les jeunes. Ensemble, ils vont nous faire découvrir les coulisses de cette belle aventure sportive, un échange passionnant sur le tennis de table à Saint-Orens. C'est la fin du match de cette 88e émission de Et si on parlait de sport. Merci à Philippe Dur, Damien Lévy, Mathieu Sapin et Eric Roussel pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Merci à tous nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, LG Consultant pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Semper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci Pauline Gaston-Conduit, journaliste et co-animatrice de l'émission, pour ton aide précieuse à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci à toi Laurent, merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.